L'appartement de Ganem, tout richement meublé qu'il était, attira moins les regards de la dame que la taille et la bonne mine de son libérateur, dont la politesse et les manières engageantes lui inspirèrent une vive reconnaissance. Elle s'assit sur un sofa, et pour commencer à connaître au marchand combien elle était sensible au service qu'elle en avait reçu, elle ôta son voile. Ganem, de son côté, sentit toute la grâce qu'une dame si aimable lui faisait de se montrer à lui le visage découvert, ou plutôt il sentit qu'il avait déjà pour elle une passion violente. Quelque obligation qu'elle eût, il se crut trop récompensé par une faveur si précieuse. La dame pénétra les sentiments de Ganem et n'en fut pas alarmée, parce qu'il paraissait fort respectueux. Comme il jugea qu'elle avait besoin de manger, et ne voulant pas charger personne que lui-même du soin de régaler une hôtesse aussi charmante, il sortit suivi d'un esclave et alla chez le traiteur ordonner un repas. De chez le traiteur il passa chez un fruitier où il choisit les plus beaux et les meilleurs fruits. Il fit aussi provision d'excellents vins et du même pain qu'on mangeait au palais du calife. Dès qu'il fut de retour chez lui, il dressa de sa propre main une pyramide de tous les fruits qu'il avait achetés, et les servant lui-même à la dame dans un bassin de porcelaine très fine. « Madame, lui dit-il, en attendant un repas plus solide et plus digne de vous, choisissez de grâce, prenez quelques-uns de ces fruits. » Il voulait demeurer debout, mais elle lui dit qu'elle ne toucherait à rien qu'il ne fût assis et qu'il ne mangeât avec elle. Il obéit, et après qu'ils eurent mangé quelques morceaux, Ganem, remarquant que le voile de la dame qu'elle avait mis auprès d'elle sur le sofa avait le bord brodé d'une écriture en or, lui demanda de voir cette broderie. La dame mit aussitôt la main sur le voile et le lui présenta, en lui demandant s'il savait lire. « Madame, répondit-il d'un air modeste, un marchand ferait mal ses affaires s'il ne savait au moins lire et écrire. »« Eh bien, reprit-elle, lisez les paroles qui sont écrites sur ce voile. Aussi bien, c'est une occasion pour moi de vous raconter mon histoire. » Ganem prit le voile et lut ces mots. « Je suis à vous et vous êtes à moi, ô descendant de l'oncle du prophète. » Ce descendant de l'oncle du prophète était le calife Haroun al-Rachid, qui régnait alors et qui descendait d'Abbas, oncle de Mahomet. Quand Ganem eut compris le sens de ces paroles, « Ah, madame, s'écria-t-il tristement, je viens de vous donner la vie, et voilà une écriture qui me donne la mort. Je n'en comprends pas tout le mystère, mais elle ne me fait que trop connaître que je suis le plus malheureux de tous les hommes. Pardonnez-moi, madame, la liberté que je prends de vous le dire. Je n'ai pu vous voir sans vous donner mon cœur. Vous n'ignorez pas vous-même qu'il n'a pas été en mon pouvoir de vous le refuser, et c'est ce qui rend excusable ma témérité. Je me proposais de toucher le vôtre par mes respects, mes soins, mes complaisances, mes assiduités, mes soumissions, par ma constance. Et à peine j'ai conçu ce dessein flatteur que me voilà déchu de toutes mes espérances. Je ne réponds pas de soutenir plus longtemps un si grand malheur, mais quoi qu'il en puisse être, j'aurai la consolation de mourir tout à vous. Achevez, madame, je vous en conjure, achevez de me donner un entier éclaircissement pour ma triste destinée. » Il ne put prononcer ces paroles sans répandre quelques larmes. La dame en fut touchée. Bien loin de se plaindre de la déclaration qu'elle venait d'entendre, elle en sentit une joie secrète, car son cœur commençait à se laisser surprendre. Elle dissimula toutefois, et, comme si elle n'eût pas fait attention au discours de Ganem, « Je me serais bien gardée, lui répondit-elle, de vous montrer mon voile, si j'eusse cru qu'il dût vous causer tant de déplaisir. Et je ne vois pas que les choses que j'ai à vous dire doivent vous rendre votre sort aussi déplorable que vous l'imaginez. Vous saurez donc, poursuivit-elle, pour vous apprendre mon histoire, que je me nomme Tourmente, nom qui me fut donné au moment de ma naissance, à cause que l'on jugea que ma vue causerait un jour bien des maux. Il ne vous doit pas être inconnu, puisqu'il n'y a personne dans Bagdad qui ne sache que le calife Haroun al-Rachid, mon souverain maître et le vôtre, a une favorite qui s'appelle ainsi. On m'amena dans son palais dès mes plus tendres années, et j'ai été élevé avec tout le soin qu'on a coutume d'avoir des personnes de mon sexe destinées à y demeurer. Je ne réussis pas mal dans tout ce qu'on me prit la peine de m'enseigner, et cela, joint à quelques traits de beauté, m'attira l'amitié du calife, qui me donna un appartement particulier auprès du sien. Ce prince n'en demeura pas à cette distinction, il nomma 20 femmes pour me servir, avec autant d'eunuques. Et depuis ce temps-là, il m'a fait des présents si considérables que je me suis vue plus riche qu'aucune reine qu'il y ait au monde.
Vous jugez bien par là que Zobéide, femme et parente du calife, n'a pu voir mon bonheur sans en être jalouse. Quoique Haroun ait pour elle toutes les considérations imaginables, elle a cherché toutes les occasions possibles de me perdre. Jusqu'à présent, je m'étais assez bien garantie de ses pièges. Mais enfin, j'ai succombé au dernier effort de la jalousie, et sans vous, je serais, à l'heure qu'il est, dans l'attente d'une mort inévitable. Je ne doute pas qu'elle n'ait corrompu une de mes esclaves, qui me présenta hier au soir, dans de la limonade, une drogue qui cause un assoupissement si grand qu'il est aisé de disposer de ceux à qui l'on en a fait prendre. Et cet assoupissement est tel que pendant 7 ou 8 heures, rien n'est capable de le dissiper. J'ai d'autant plus de sujet de faire ce jugement que j'ai le sommeil naturellement très léger et que je m'éveille au moindre bruit. Zobéide, pour exécuter son mauvais dessein, a pris le temps de l'absence du calife, qui depuis peu de jours est allé se mettre à la tête de ses troupes pour punir l'audace de quelques rois ses voisins qui se sont ligués pour lui faire la guerre. Sans cette conjecture, ma rivale, toute furieuse qu'elle est, n'aurait osé rien entreprendre contre ma vie. Je ne sais ce qu'elle fera pour dérober au calife la connaissance de cette action. Mais, vous voyez, j'ai un très grand intérêt que vous me gardiez le secret. Il y va de ma vie. Je ne serai pas en sûreté chez vous tant que le calife sera hors de Bagdad. Vous êtes intéressé vous-même à tenir mon aventure secrète, car si Zobéide apprenait l'obligation que je vous ai, elle vous punirait vous-même de m'avoir conservé. Au retour du calife, j'aurai moins de mesures à garder. Je trouverai moyen de l'instruire de tout ce qui s'est passé, et je suis persuadé qu'il sera plus empressé que moi-même à reconnaître un service qui me rend à son amour. Aussitôt que la belle favorite d'Haroun al-Rachid eut cessé de parler, Ganem prit la parole. « Madame, lui dit-il, je vous rends 1000 grâces de m'avoir donné l'éclaircissement que j'ai pris la liberté de vous demander, et je vous supplie de croire que vous êtes ici en sûreté. Les sentiments que vous m'avez inspirés vous répondent de ma discrétion. Pour celle de mes esclaves, j'avoue qu'il faut s'en défier. Ils pourraient manquer à la fidélité qu'ils me doivent s'ils savaient par quel hasard et dans quel lieu j'ai eu le bonheur de vous rencontrer. Mais c'est qu'il leur est impossible de deviner. J'oserais même vous assurer qu'ils n'auront pas la moindre curiosité de s'en informer. Il est si naturel aux jeunes gens de chercher de belles esclaves qu'ils ne seront nullement surpris de vous voir ici, dans l'opinion qu'ils auront que vous en êtes une et que je vous ai achetée. Ils croiront encore que j'ai eu mes raisons pour vous amener chez moi de la manière qu'ils l'ont vu. Ayez donc l'esprit en repos là-dessus, et soyez sûr que vous serez servi avec tout le respect qui est dû à la favorite d'un monarque aussi grand que le nôtre. Mais quelle que soit la grandeur qui l'environne, permettez-moi de vous déclarer, madame, que rien ne sera capable de me faire révoquer le don que je vous ai fait de mon cœur. Je sais bien que je n'oublierai jamais que ce qui appartient au maître est défendu à l'esclave. Mais je vous aimais avant que vous m'eussiez appris que votre foi était engagée au calife. Il ne dépend pas de moi de vaincre une passion qui, quoique encore naissante, a toute la force d'un amour fortifié par une parfaite réciprocité. Je souhaite que votre auguste et trop heureux amant vous venge de la malignité de Zobéide en vous rappelant auprès de lui, et quand vous vous verrez rendu à ses souhaits, que vous vous souveniez de l'infortuné Ganem, qui n'est pas moins votre conquête que le calife. Tout-puissant qu'il est, ce prince, si vous n'êtes sensible qu'à la tendresse, je me flatte qu'il ne s'effacera point de votre souvenir. Il ne peut vous aimer avec plus d'ardeur que je vous aime, et je ne cesserai point de brûler pour vous en quelque lieu du monde que j'aille expirer après vous avoir perdu. Tourmente s'aperçut que Ganem était pénétré de la plus vive douleur. Elle en fut attendrie, mais voyant l'embarras où elle allait se jeter en continuant la conversation sur cette matière, qui pouvait insensiblement la conduire à faire paraître le penchant qu'elle se sentait pour lui. « Je vois bien, lui dit-elle, que ce discours vous fait trop de peine. Laissons-le, et parlons de l'obligation infinie que je vous ai. Je ne puis assez vous exprimer ma joie quand je songe que, sans votre secours, je serais privé de la lumière du jour. » Heureusement pour l'un et pour l'autre, on frappa à la porte en ce moment. Ganem se leva pour aller voir ce que ça pouvait être, et il se trouva que c'était un des esclaves pour lui annoncer l'arrivée du traiteur. Ganem, qui, pour une plus grande précaution, ne voulait pas que les esclaves entrassent dans la chambre où était Tourmente, alla prendre ce que le traiteur avait apprêté,
et le servit lui-même à sa belle hôtesse qui, dans le fond de son âme, était ravie des soins qu'il avait pour elle. Après le repas, Ganem desservit comme il avait servi, et quand il eut remis toutes les choses à la porte de la chambre entre les mains de ses esclaves, « Madame, dit-il à Tourmente, vous serez peut-être bien aise de reposer présentement. Je vous laisse, et quand vous aurez pris quelque repos, vous me verrez prêt à recevoir vos ordres. » En achevant ces paroles, il sortit et alla acheter 2 femmes esclaves. Il acheta aussi 2 paquets, l'un de linge fin et l'autre de tout ce qui peut composer une toilette digne de la favorite du calife. Il mena chez lui les 2 esclaves et les présentant à Tourmente. « Madame, lui dit-il, une personne comme vous a besoin de 2 filles au moins pour la servir. Trouvez bon que je vous donne celle-ci. » Tourmente admira l'attention de Ganem. « Seigneur, lui dit-elle, je vois bien que vous n'êtes pas homme à faire les choses à demi. Vous augmentez par vos manières l'obligation que je vous ai. Mais j'espère que je ne mourrai pas ingrate et que le ciel me mettra bientôt en état de reconnaître toutes vos actions généreuses. » Quand les femmes esclaves se furent retirées dans une chambre voisine où le jeune marchand les envoya, il s'assit sur le sofa où était Tourmente, mais à certaine distance d'elle pour lui marquer plus de respect. Il remit l'entretien sur sa passion et dit des choses très touchantes sur les obstacles invincibles qui lui ôtaient toute espérance. « Je n'ose même espérer, disait-il, d'exciter par ma tendresse le moindre mouvement de sensibilité dans un cœur comme le vôtre, destiné au plus puissant prince du monde. Hélas, dans mon malheur ce serait une consolation pour moi, si je pouvais me flatter que vous n'avez pu voir avec indifférence l'excès de mon amour. »« Seigneur, lui répondit Tourmente. »« Ah, madame, interrompit Ganem à ce mot de seigneur, c'est pour la seconde fois que vous me faites l'honneur de me traiter de seigneur. La présence des femmes esclaves m'a empêché la première fois de vous dire ce que je pensais. Au nom de Dieu, madame, ne me donnez point ce titre d'honneur, il ne me convient pas. Traitez-moi de grâce comme votre esclave, je le suis et je ne cesserai jamais de l'être. »« Non, non, interrompit Tourmente à son tour, je me garderais bien de traiter ainsi un homme à qui je dois la vie. Je serais une ingrate si je disais ou si je faisais quelque chose qui ne vous convint pas. Laissez-moi donc suivre les mouvements de ma reconnaissance, et n'exigez pas pour prix de vos bienfaits que j'en use malhonnêtement avec vous. C'est ce que je ne ferai jamais. Je suis trop touché de votre conduite respectueuse pour en abuser, et je vous avouerai que je ne vois point d'un œil indifférent tous les soins que vous prenez. Je ne vous puis en dire davantage. Vous savez les raisons qui me condamnent au silence. » Ganem fut enchanté de cette déclaration. Il en pleura de joie, et ne pouvant trouver de termes assez forts à son gré pour remercier Tourmente, il se contenta de lui dire que si elle savait bien ce qu'elle devait au calife, il n'ignorait pas de son côté que ce qui appartient au calife est défendu à l'esclave. Comme il s'aperçut que la nuit approchait, il se leva pour aller chercher de la lumière. Il en apporta lui-même, et de quoi faire la collation, suivant l'usage ordinaire de la ville de Bagdad, où, après avoir fait un bon repas à midi, on passe la soirée à manger quelques fruits et à boire du vin, en s'entretenant agréablement jusqu'à l'heure de se retirer. Ils se mirent tous 2 à table. D'abord ils se firent des compliments sur les fruits qu'ils se présentaient l'un à l'autre. Insensiblement, l'excellence du vin les engagea tous 2 à boire, et ils n'eurent pas plutôt bu 2 ou 3 coups qu'ils se firent une loi de ne plus boire sans chanter quelque air auparavant. Ganem chantait des vers qu'il composait sur le champ et qui exprimaient la force de sa passion. Et Tourmente, animée par son exemple, composait et chantait aussi des chansons qui avaient du rapport à son aventure et dans lesquelles il y avait toujours quelque chose que Ganem pouvait expliquer favorablement pour lui. Après cela, la fidélité qu'elle devait au calife y fut exactement gardée. La collation dura fort longtemps. La nuit était déjà fort avancée qu'ils ne songeaient point encore à se séparer. Ganem toutefois se retira dans un autre appartement et laissa Tourmente dans celui où elle était, où les femmes esclaves qu'il avait achetées entrèrent pour la servir. Ils vécurent ensemble de cette manière pendant plusieurs jours. Le marchand ne sortait que pour des affaires de la dernière importance, encore prenait-il le temps que sa dame reposait, car il ne pouvait se résoudre à perdre un seul des moments qui lui étaient permis de passer auprès d'elle. Il n'était occupé que de sa chère Tourmente, qui, de son côté,
entraînée par son penchant, lui avoua qu'elle n'avait pas moins d'amour pour lui qu'il en avait pour elle. Cependant, quelque épris qu'ils fussent l'un de l'autre, la considération du calife eut le pouvoir de les retenir dans les bornes qu'elle exigeait d'eux, ce qui rendait leur passion plus vive. Tandis que Tourmente, arrachée pour ainsi dire des mains de la mort, passait si agréablement le temps chez Ganem, Zobéide n'était pas sans embarras au palais d'Haroun al-Rachid. Les 3 esclaves, ministres de sa vengeance, n'eurent pas plutôt enlevé le coffre sans savoir ce qu'il y avait dedans, ni même sans avoir la moindre curiosité de l'apprendre, comme gens accoutumés à exécuter aveuglement ses ordres, qu'elle devint la proie d'une cruelle inquiétude. 1000 importunes réflexions vinrent troubler son repos. Elle ne put goûter un moment la douceur du sommeil. Elle passa la nuit à rêver au moyen de cacher son crime. « Mon époux, disait-elle, aime Tourmente plus qu'il n'a jamais aimé aucune de ses favorites. Que lui répondrai-je à son retour lorsqu'il me demandera de ses nouvelles ?» Il lui vint dans l'esprit plusieurs stratagèmes, mais elle n'en était pas contente. Elle y trouvait toujours des difficultés, et elle ne savait à quoi se déterminer. Elle avait auprès d'elle une vieille dame qui l'avait élevée dès sa plus tendre enfance. Elle la fit venir dès la pointe du jour, et après lui avoir fait confidence de son secret. « Ma bonne mère, lui dit-elle, vous m'avez toujours aidé de vos bons conseils, et si jamais j'en ai eu besoin, c'est dans cette occasion-ci, où il s'agit de calmer mon esprit qu'un trouble mortel agite, et de me donner un moyen de contenter le calife. »« Ma chère maîtresse, répondit la vieille dame, il eût beaucoup mieux valu ne vous pas mettre dans l'embarras où vous êtes. Mais comme c'est une affaire faite, il n'en faut plus parler. Il ne faut songer qu'au moyen de tromper le commandeur des croyants, et je suis d'avis que vous fassiez tailler en diligence une pièce de bois en forme de cadavre. Nous l'envelopperons de vieux linge, et après l'avoir enfermée dans une bière, nous la ferons enterrer dans quelque endroit du palais. Ensuite, sans perdre temps, vous ferez bâtir un mausolée de marbre en dôme sur le lieu de la sépulture, et dresser une représentation que vous ferez couvrir d'un drap noir et accompagner de grands chandeliers et de gros cierges alentour. « Il y a encore une chose, poursuivit la vieille dame, qu'il est bon de ne pas oublier. Il faudra que vous preniez le deuil, et que vous le fassiez prendre à vos femmes, aussi bien qu'à celles de Tourmente, à vos eunuques, et enfin à tous les officiers du palais. Quand le calife sera de retour, il verra tout son palais en deuil, et vous-même, et il ne manquera pas d'en demander le sujet. Alors, vous aurez lieu de vous en faire un mérite auprès de lui, en disant que c'est à sa considération que vous avez voulu rendre les derniers devoirs à Tourmente qu'une mort subite a enlevé. Vous lui direz que vous avez fait bâtir un mausolée, et qu'enfin vous avez fait à sa favorite tous les honneurs qu'il lui aurait rendus lui-même s'il avait été présent. Comme sa passion pour elle a été extrême, il ira sans doute répandre des larmes sur son tombeau. Peut-être aussi, ajouta la vieille, ne croira-t-il point qu'elle soit morte effectivement. Il pourra vous soupçonner de l'avoir chassée du palais par jalousie, et regarder tout ce deuil comme un artifice pour le tromper et l'empêcher de la faire chercher. Il est à croire qu'il fera déterrer et ouvrir la bière, et il est sûr qu'il sera persuadé de sa mort, sitôt qu'il verra la figure d'un mort enseveli. Il vous sera bon gré de tout ce que vous aurez fait, il vous en témoignera de la reconnaissance. Quant à la pièce de bois, je me charge de la faire tailler moi-même par un charpentier de la ville, qui ne saura pas l'usage qu'on veut en faire. Pour vous, madame, ordonnez à cette femme de Tourmente, qui lui présenta hier la limonade, d'annoncer à ses compagnes qu'elle vient de trouver leur maîtresse morte dans son lit. Et afin qu'elle ne songe qu'à la pleurer sans vouloir entrer dans sa chambre, qu'elle ajoute qu'elle vous a donné avis et que vous avez déjà donné ordre à Mesrour de la faire ensevelir et enterrer. » D'abord que la vieille dame eut achevé de parler, Zobéide tira un riche diamant de sa cassette et le lui mettant au doigt et en l'embrassant. « Ah, ma bonne mère, lui dit-elle, toute transportée de joie, que je vous ai d'obligation. Je ne me serais jamais avisée d'un expédient si ingénieux. Il ne peut manquer de réussir, et je sens que je commence à reprendre ma tranquillité. Je me remets donc sur vous du soin de la pièce de bois, et je vais donner ordre au reste. » La pièce de bois fut préparée avec toute la diligence que Zobéide pouvait souhaiter, et portée ensuite par la vieille dame même à la chambre de Tourmente, où elle l'ensevelit comme un mort et la mit dans une bière. Puis Mesrour, qui fut trompé lui-même, fit enlever la bière et le fantôme de Tourmente
que l'on enterra, avec les cérémonies accoutumées dans l'endroit que Zobéide avait marqué, et aux pleurs que versaient les femmes de la favorite, dont celle qui avait présenté la limonade, encourageaient les autres par ses cris et ses lamentations. Dès le même jour, Zobéide fit venir l'architecte du palais et des autres maisons du calife, et sur les ordres qu'elle lui donna, le mausolée fut achevé en très peu de temps. Des princesses aussi puissantes que l'était l'épouse d'un prince qui commandait du levant au couchant sont toujours obéies à point nommé dans l'exécution de leur volonté. Elle eut aussi bientôt pris le deuil avec toute sa cour, ce qui fut cause que la nouvelle de la mort de Tourmente se répartit dans toute la ville. Ganem fut des derniers à l'apprendre, car, comme je l'ai dit, il ne sortait presque point. Il l'apprit pourtant un jour. « Madame, dit-il à la belle favorite du calife, on vous croit morte dans Bagdad, et je ne doute pas que Zobéide elle-même n'en soit bien persuadée. Je bénis le ciel d'être la cause et l'heureux témoin que vous vivez. Et plût à Dieu que, profitant de ce faux bruit, vous voulussiez lier votre sort au mien et venir avec moi loin d'ici régner sur mon cœur. Mais où m'emporte un transport trop doux? Je ne songe pas que vous êtes né pour faire le bonheur du plus puissant prince de la terre, et que le seul Haroun al-Rachid est digne de vous. Quand même vous seriez capable de me le sacrifier, quand vous voudriez me suivre, devrais-je y consentir? Non, je dois me souvenir sans cesse que ce qui appartient au maître est défendu à l'esclave. » L'aimable Tourmente, quoique sensible aux tendres mouvements qu'il faisait paraître, gagnait sur elle de n'y pas répondre. « Seigneur, lui dit-elle, nous ne pouvons empêcher Zobéide de tromper. Je suis peu surprise de l'artifice dont elle se sert pour couvrir son crime, mais laissons-la faire. Je me flatte que ce triomphe sera bientôt suivi de douleur. Le calife reviendra, et nous trouverons moyen de l'informer secrètement de tout ce qui s'est passé. Cependant, prenons plus de précautions que jamais pour qu'elle ne puisse apprendre que je vis. Je vous en ai déjà dit les conséquences. » Au bout de 3 mois, le calife revint à Bagdad glorieux et vainqueur de tous ses ennemis. Impatient de voir Tourmente et de lui faire hommage de ses nouveaux lauriers, il entre dans son palais. Il est étonné de voir les officiers qu'il y avait laissés tous habillés de deuil. Il en frémit sans savoir pourquoi, et son émotion redoubla lorsqu'en arrivant à l'appartement de Zobéide, il aperçut cette princesse qui venait au-devant de lui en deuil, aussi bien que toutes les femmes de sa suite. Il lui demanda d'abord le sujet de ce deuil avec beaucoup d'agitation. « Commandeur des croyants, répondit Zobéide, je l'ai pris pour Tourmente, votre esclave, qui est morte si promptement qu'il n'a pas été possible d'apporter aucun remède à son mal. » Elle voulut poursuivre, mais le calife ne lui en donna pas le temps. Il fut si saisi de cette nouvelle qu'il en poussa un grand cri. Ensuite, il s'évanouit entre les bras de Giafar, son vizir, dont il était accompagné. Il revint pourtant bientôt de sa faiblesse, et d'une voix qui marquait son extrême douleur, il demanda où sa chère Tourmente avait été enterrée. « Seigneur, lui dit Zobéide, j'ai pris soin moi-même de ses funérailles, et je n'ai rien épargné pour les rendre superbes. J'ai fait bâtir un mausolée de marbre sur le lieu de sa sépulture. Je vais vous y conduire si vous le souhaitez. » Le calife ne voulut pas que Zobéide prît cette peine et se contenta de s'y faire mener par Mesrour. Il y alla dans l'état où il était, c'est-à-dire en habit de campagne. Quand il vit la représentation couverte d'un drap noir, les cierges allumés tout autour et la magnificence du mausolée, il s'étonna que Zobéide eût fait les obsèques de sa rivale avec tant de pompe, et comme il était naturellement soupçonneux, il se défia de la générosité de sa femme et pensa que sa maîtresse pouvait n'être pas morte, que Zobéide, profitant de sa longue absence, l'avait peut-être chassée du palais, avec ordre à ceux qu'elle avait chargés de sa conduite de la mener si loin que l'on n'entendit jamais parler d'elle. Il n'eut pas d'autre soupçon, car il ne croyait pas Zobéide assez méchante pour avoir attenté à la vie de sa favorite. Pour s'éclaircir par lui-même de la vérité, ce prince commanda qu'on ôtât la représentation et fit ouvrir la fosse et la bière en sa présence. Mais dès qu'il eut vu le linge qui enveloppait la pièce de bois, il n'osa pas passer outre. Ce religieux calife craignit d'offenser la religion en permettant qu'on l'on touchât au corps de la défunte. Et cette scrupuleuse crainte l'emporta sur l'amour et sur la curiosité. Il ne douta plus de la mort de Tourmente. Il fit refermer la bière, remplir la fosse et remettre la représentation en l'état où elle était auparavant.
Le calife, se croyant obligé de rendre quelques soins au tombeau de sa favorite, envoya chercher les ministres de la religion, ceux du palais et les lecteurs de l'Alcoran. Et tandis que l'on était occupé à les rassembler, il demeura dans le mausolée, où il arrosa de ses larmes la terre qui couvrait le fantôme de son amante. Quand tous les ministres qu'il avait appelés furent arrivés, il se mit à la tête de la représentation, et eux se rangèrent alentour et récitèrent de longues prières, après quoi les lecteurs de l'Alcoran lurent plusieurs chapitres. La même cérémonie se fit tous les jours pendant l'espace d'un mois, le matin et l'après-midi, et toujours en présence du calife, du grand vizir Giafar et des principaux officiers de la cour, qui tous étaient en deuil, aussi bien que le calife, qui, durant tout ce temps-là, ne cessa d'honorer de ses larmes la mémoire de Tourmente, et ne voulut rien entendre parler d'aucune affaire. Le dernier jour du mois, les prières et la lecture de l'Alcoran durèrent depuis le matin jusqu'à la pointe du jour suivant, et enfin, lorsque tout fut achevé, chacun se retira chez soi. Haroun al-Rachid, fatigué d'une si longue veille, alla se reposer dans son appartement, et s'endormit sur un sofa entre deux dames de son palais, dont l'une assise au chevet et l'autre au pied de son lit, s'occupait durant son sommeil à des ouvrages de broderie et demeurait dans un grand silence. Celle qui était au chevet et qui s'appelait Aube du jour, voyant le calife endormi, dit tout bas à l'autre dame: « Étoile du matin, car elle se nommait ainsi, il y a bien des nouvelles. Le commandeur des croyants, notre cher seigneur et maître, sentira une grande joie à son réveil lorsqu'il apprendra ce que j'ai à lui dire. Tourmente n'est pas morte, elle est en parfaite santé. »« Au ciel !» s'écria d'abord Étoile du matin, toute transportée de joie. « Serait-il bien possible que la belle, la charmante, l'incomparable Tourmente fût encore du monde ?» Étoile du matin prononça ces paroles avec tant de vivacité et d'un ton si haut que le calife s'éveilla. Il demanda pourquoi on avait interrompu son sommeil. « Ah, seigneur, reprit Étoile du matin, pardonnez-moi cette indiscrétion. Je n'ai pu apprendre tranquillement que Tourmente vit encore. J'en ai senti un transport que je n'ai pu retenir. »« Et qu'est-elle donc devenue, dit le calife, si c'est vrai qu'elle ne soit pas morte ?»« Commandeur des croyants, répondit Aube du jour, j'ai reçu ce soir d'un homme inconnu un billet sans signature, mais écrit de la propre main de Tourmente, qui me ment de sa triste aventure et m'ordonne de vous en instruire. J'attendais, pour m'acquitter de ma commission, que vous eussiez pris quelques moments de repos, jugeant que vous deviez en avoir besoin après la fatigue, et... « Donnez-moi ce billet !» interrompit avec précipitation le calife. « Vous avez mal à propos différé de me le remettre. » Aube du jour lui présenta aussitôt le billet. Il l'ouvrit avec beaucoup d'impatience. Tourmente y faisait le détail de tout ce qui s'était passé. Mais elle s'étendait un peu trop sur les soins que Ganem avait d'elle. Le calife, naturellement jaloux, au lieu d'être touché de l'inhumanité de Zobéide, ne fut sensible qu'à l'infidélité qu'il s'imagina que Tourmente lui avait faite. « Et quoi ?» dit-il après avoir lu le billet. « Il y a 4 mois que la perfide est avec un jeune marchand dont elle a l'effronterie de me vanter l'attention pour elle. Il y a 30 jours que je suis de retour à Bagdad, et elle s'avise aujourd'hui de me donner de ses nouvelles. L'ingrate, pendant que je consume les jours à pleurer, elle les passe à me trahir. Allons, vengeons-nous d'une infidèle et du jeune audacieux qui m'outrage. » En achevant ces mots, le prince se leva et entra dans une grande salle où il avait coutume de se faire voir et donner audience au seigneur de la cour. La première porte en fut ouverte, et aussitôt les courtisans qui attendaient ce moment entrèrent. Le grand vizir Giafar parut et se prosterna devant le trône où le calife s'était assis. Ensuite il se releva et se tint debout devant son maître, qui lui dit d'un air à lui marquer qu'il voulait être obéi promptement. « Giafar, ta présence est nécessaire pour l'exécution d'un ordre important dont je vais te charger. Prends avec toi 400 hommes de ma garde et t'informe premièrement où demeure un marchand de Damas nommé Ganem, fils d'Abou Aïbou. Quand tu le sauras, rends-toi à sa maison et fais-la raser jusqu'au fondement. Mais saisis-toi auparavant de la personne de Ganem et me l'amène ici avec Tourmente mon esclave qui demeure chez lui depuis 4 mois. Je veux la châtier et faire un exemple du téméraire qui a eu l'insolence de me manquer de respect. » Le grand vizir, après avoir reçu cet ordre précis, fit une profonde référence au calife, et se mettant la main sur la tête pour marquer qu'il voulait la perdre
plutôt que de ne lui pas obéir, et puis il sortit. La première chose qu'il fit fut d'envoyer demander au syndic des marchands d'étoffes étrangères et de toiles fines des nouvelles de Ganem, avec ordre surtout de s'informer de la rue et de la maison où il demeurait. L'officier qu'il chargea de cet ordre lui apporta bientôt qu'il y avait quelques mois qu'il ne paraissait presque plus, et que l'on ignorait ce qui pouvait le retenir chez lui, s'il y était. Le même officier apprit aussi à Giafar l'endroit où demeurait Ganem, et jusqu'au nom de la veuve qui lui avait loué sa maison. Sur ces avis auxquels on pouvait se fier, ce ministre, sans perdre de temps, se mit en marche avec les soldats que le calife lui avait fait ordonner de prendre. Il alla chez le juge de police, dont il se fit accompagner, et suivi d'un grand nombre de maçons et de charpentiers, munis d'outils nécessaires pour raser une maison, il arriva devant celle de Ganem. Comme elle était isolée, il déposa les soldats alentour pour l'empêcher que le jeune marchand ne lui échappât. Tourmente et Ganem achevaient alors de dîner. La dame était assise près d'une fenêtre qui donnait sur la rue. Elle entend du bruit, elle regarde par la jalousie, et voyant le grand vizir qui s'approchait avec toute sa suite, elle jugea qu'on n'en voulait pas moins à elle qu'à Ganem. Elle comprit que son billet avait été reçu, mais elle ne s'était pas attendue à une pareille réponse, et elle avait espéré que le calife prendrait la chose d'une autre manière. Elle ne savait pas depuis quel temps ce prince était de retour, et quoiqu'elle lui connût le penchant de la jalousie, elle ne craignait rien de ce côté-là. Cependant, la vue du grand vizir et des soldats la fit trembler, non pour elle à la vérité, mais pour Ganem. Elle ne douta point qu'elle ne se justifiât, pourvu que le calife voulût bien l'entendre. À l'égard de Ganem, qu'elle chérissait moins par reconnaissance que par inclination, elle prévoyait que son rival irrité voudrait le voir, et pourrait le condamner sur sa jeunesse et sa bonne mine. Prévenue de sa pensée, elle se retourna vers le jeune marchand. « Ah, Ganem, lui dit-elle, nous sommes perdus, c'est vous et moi que l'on cherche. » Il regarda aussitôt par la jalousie, et fut saisi de frayeur, lorsqu'il aperçut les gardes du calife, le sabre nu, et le grand vizir avec le juge de police à leur tête. À cette vue, il demeura immobile, et il n'eut pas la force de prononcer une seule parole. « Ganem, reprit la favorite, il n'y a point de temps à perdre. Si vous m'aimez, prenez vite l'habit d'un de vos esclaves, et frottez-vous le visage et les bras de noir de cheminée. Mettez ensuite quelques-uns de ces plats sur votre tête, on pourra vous prendre pour le garçon du traiteur, et on vous laissera passer. Si l'on vous demande où est le maître de la maison, répondez sans hésiter qu'il est au logis. »« Ah, madame, dit à son tour Ganem, moins effrayé pour lui que pour Tourmente, vous ne songez qu'à moi. Hélas, qu'allez-vous devenir ? » ?»« Ne vous en mettez pas en peine, reprit-elle, c'est à moi d'y songer. À l'égard de ce que vous laissez dans cette maison, j'en aurai soin, et j'espère qu'un jour tout vous sera fidèlement rendu, quand la colère du calife sera passée. Mais évitez sa violence. Les ordres qu'il donne dans ses premiers mouvements sont toujours funestes. » L'affliction du jeune marchand était telle qu'il ne savait à quoi se déterminer, et il se serait sans doute laissé surprendre par les soldats du calife si Tourmente ne l'eût pressé de se déguiser. Il se rendit à ses instances. Il prit un habit d'esclave, se barbouilla de suie, et il était temps, car on frappa à la porte. Et tout ce qu'ils purent faire, ce fut de s'embrasser tendrement. Ils étaient tous deux si pénétrés de douleur qu'il leur fut impossible de se dire un mot. Tels furent leurs adieux. Ganem sortit enfin avec quelques plats sur la tête. On le prit effectivement pour un garçon traiteur et on ne l'arrêta point. Au contraire, le grand vizir qui le rencontra le premier se rangea pour le laisser passer, étant fort éloigné de s'imaginer que ce fût celui qu'il cherchait. Ceux qui étaient derrière le grand vizir lui firent place d'eux-mêmes et favorisèrent ainsi sa fuite. Il gagna une des portes de la ville en diligence et se sauva. Pendant qu'il se dérobait aux poursuites du grand vizir Giafar, ce ministre entra dans la chambre où était Tourmente, assise sur un sofa, et où il y avait une assez grande quantité de coffres remplis des hardes de Ganem et de l'argent qu'il avait fait de ses marchandises. Dès que Tourmente vit entrer le grand vizir, elle se prosterna la face contre terre, et demeurant dans cet état comme disposée à recevoir la mort, « Seigneur, dit-elle, je suis prête à subir l'arrêt que le commandeur des croyants a prononcé contre moi. Vous n'avez qu'à me l'annoncer. »« Madame, lui répondit Giafar, en se prosternant aussi jusqu'à ce qu'elle se fût relevée, à Dieu ne plaise que personne n'ose mettre sur vous une main profane. Je n'ai pas dessein de vous faire le moindre déplaisir. Je n'ai point d'autre ordre que de vous supplier de bien vouloir venir au palais avec moi,
et de vous y conduire avec le marchand qui demeure en cette maison. Seigneur, reprit la Favorite en se levant, partons, je suis prête à vous suivre. Pour ce qui est du jeune marchand à qui je dois la vie, il n'est point ici. Il y a près d'un mois qu'il est allé à Damas où ses affaires l'ont appelé, et jusqu'à son retour, il m'a laissé en garde ces coffres que vous voyez. Je vous conjure de bien vouloir les faire porter au palais et de donner ordre qu'on les mette en sûreté, afin que je tienne la promesse que je lui ai faite d'en avoir tout le soin imaginable. « Vous serez obéie, madame, répliqua Giafar. Et aussitôt il fit venir des porteurs. On leur ordonna d'enlever les coffres et de les porter à Mesrour. D'abord que les porteurs furent partis, il parla à l'oreille du juge de police, il le chargea du soin de faire raser la maison et d'y faire auparavant chercher partout Ganem, qu'il soupçonnait d'être caché, quoique lui eût dit tourmente. Ensuite il sortit et emmena avec lui cette jeune dame suivie des 2 femmes esclaves qui la servaient. À l'égard des esclaves de Ganem, on n'y fit pas d'attention, ils se mêlèrent parmi la foule, et on ne sait ce qu'ils devinrent.